Normandie, juin 1944. Un simple brin de câble tendu à hauteur de cheville, à travers un chemin de ferme creusé à ornières, allait stopper 56 tonnes de blindés allemands en moins de 3 secondes. L'ingénieur s'appelait Caporal James Mallister, 23 ans, ancien électricien de Pittsburgh. Ce matin-là, il ne portait ni explosifs, ni bazooka, ni mines anti-chars, seulement une bobine de câble de communication et une idée née du désespoir. Le Tiger Hymn était déjà une légende, 68 tonnes, en ordre de combat, un canon de 80 tisons, capable de percer 4 pouces de blindage, incliné à 1000 mm, un glacis si épais que les équipages de Sherman américains considéraient tout engagement à distance comme une mission suicide. La production avait commencé en août 1942. Au jour J, moins de 1400 exemplaires avaient été construits. Chacun coûtait 650 000 Reichsmarks et exigeait 300 000 heures hommes. L'Allemagne ne pouvait pas se permettre d'en perdre. Les Alliés ne pouvaient pas se permettre de les affronter. Les chiffres étaient impitoyables. Un seul Tiger pouvait neutraliser 5 Shermans avant d'encaisser un coup pénétrant. Le canon de 75 mm du Sherman devait tirer à bout portant et sur le flanc pour menacer le blindage du Tiger, et même ainsi la réussite restait incertaine. Les chenilles du Tiger mesuraient 18 pouces de large. Son Maybach, HL230, P45, développait 700 chevaux. Il pouvait gravir une pente de 35 degrés, franchir des gués de 4 pieds, de profondeur, faire tourner sa tourelle sur 360 degrés en moins d'1 minute. Mais il avait une faiblesse, tous les chars en ont une. Les Allemands l'appelaient le Laufwerk, le train de roulement, l'ensemble complexe de galets, imbriqués barbotins et maillons de chenilles qui transformaient la puissance moteur en mouvement. Sur le Tiger, ce système était un chef-d'œuvre d'ingénierie et un cauchemar de maintenance. 9 galets, porteurs par côté, disposés en 3 rangées, imbriqués, pour répartir la masse et améliorer le confort de routes brillant en théorie catastrophique dans la boue, la neige ou en cas de panne. L'imbrication n'était pas arbitraire. Les ingénieurs allemands avaient calculé l'agencement optimal. Chaque galet supportait un pourcentage précis du poids total du véhicule. Le motif chevauchant répartissait uniformément les contraintes sur la chenille, réduisant la pression au sol à 14,8 livres par pouce carré, inférieure à celle de nombreux chars plus légers. Cela permettait aux Tiger de traverser des terrains meubles ou des designs plus simples, s'enliser, et offrait une conduite plus douce, améliorant la précision du tir en mouvement. Mais la complexité avait un coût, chaque galet chevauchant ajoutait du frottement au système, et plus de points de contact signifiait plus d'occasions pour les débris de se loger dans le mécanisme. Sur le front de l'Est, la boue remplissait les interstices entre les galets et gelait durant la nuit. Les équipages passaient des heures chaque matin à dégager la glace du train de roulement. Dans le désert, le sable usait les bandages en caoutchouc de chaque galet. Le remplacement exigeait de démonter la moitié de la suspension. Sur le Tiger, changer un galet intérieur imposait d'en déposer jusqu'à 8 extérieurs. Mallister n'avait vu un Tiger de près qu'une seule fois, 4 jours après avoir débarqué à Omaha Beach. Son unité, une compagnie du génie de combat rattachée à la 1re division d'infanterie, avait reçu mission de dégager des barrages routiers près de Margles. Le Tiger avait été abandonné son moteur à l'arrêt faute de carburant. Mallister avait grimpé sur la caisse, touché le blindage froid, étudié les chenilles, compté les galets, mesuré les écarts avec ses mains. Il remarqua quelque chose que les concepteurs avaient peut-être négligé. L'imbrication créait de fins canaux
entre les bords des galets des espaces verticaux, étroits, où ils se frôlaient sans se toucher. Chaque interstice faisait peut-être 3 pouces, assez pour laisser tourner librement assez étroit pour piéger des objets d'une certaine dimension. Une pierre coincée entre 2 galets avait fendu un bandage en caoutchouc. Un tronçon de chêne happé par le barbotin avait arraché 3 maillons de chenilles avant que l'équipage ne le libère. Malister avait suivi du doigt l'ensemble chenille, senti la tension du système évalué mentalement, la force qui tenait le tout. La chenille était en contrainte permanente. Chaque maillon supportait une part du poids. Le barbotin arrière tirait la bande, la poulie de renvoi avant maintenait la tension, et les 9 galets intermédiaires portaient la charge. Retirer un seul de ces éléments, et tout le système faillit. Il nota autre chose. Les chenilles du Tiger étaient no plus larges que la normale. Chaque maillon pesait 11 livres, et l'ensemble d'un côté approchait 2000 livres. Cette masse multipliée par la vitesse de rotation générait une inertie énorme. Une fois lancées, les chenilles résistaient à l'arrêt. C'était voulu cela, aider le Tiger à conserver son élan sur les obstacles. Mais cela signifiait aussi que si quelque chose bloquait le mécanisme, l'inertie amplifiait les dégâts avant que le pilote ne réagisse. Malister rangea ses observations dans un coin de sa tête. 3 semaines plus tard, sa compagnie était enterrée le long d'une haie au sud de Carentan. Les hedgerows de Normandie étaient plus anciens que la guerre, plus anciens que les nations des talus de terre, de 4 pieds surmontés d'aubépines et de ronciers découpant la campagne en un labyrinthe claustrophobe. Chaque champ était une forteresse, chaque brèche, un couloir de mort. Le bocage transforma la manœuvre fluide en une usure grinçante, l'infanterie gagnait mètre par mètre, les chars devenaient aveugles, l'artillerie dominait tout. Les Américains s'étaient entraînés pour des assauts de plage, des tactiques en terrain ouvert, des opérations interarmes sur des paysages qui rappelaient le Kansas ou le Texas. Ils n'avaient pas été entraînés pour cela. Le bocage annulait tous les avantages. Les blindés ne pouvaient plus manœuvrer. Le soutien aérien ne parvenait pas à identifier les cibles sous le couvert végétal. L'artillerie restait efficace, mais lente. L'infanterie progressait pied à pied, à travers une végétation si dense que la visibilité tombait à 6 mètres. Les Allemands connaissaient parfaitement ce terrain. Ils avaient eu 4 ans pour s'y préparer. Chaque carrefour était préenregistré pour des tirs de mortier. Chaque brèche dans les haies était couverte par des positions de mitrailleuses croisées. Ils n'avaient pas besoin de gagner seulement de retarder. Chaque jour passé par les Alliés dans le bocage était un jour de plus pour renforcer l'intérieur, déplacer les divisions blindées, fortifier Caen et Saint-Lô. Le peloton de Malister tenait la ligne depuis 18 jours. Ils avaient avancé de 2000 perdu 11 hommes. Les remplaçants étaient des recrues vertes des fermiers de l'Iowa, des ouvriers de Détroit, arrivés en Europe depuis moins d'1 semaine. Ils ne reconnaissaient pas le sifflement d'un tir de Nebelwerfer, ne distinguaient pas le bruit des mitrailleuses allemandes de celui des américaines, se figeaient dès que les mortiers commençaient à tomber. Malister et les vétérans essayaient de les garder en vie, leur apprenaient à creuser plus profond, à rester plus bas, à bouger plus vite. La plupart apprenaient. Certains ne vivaient pas assez longtemps. Le 28 juin à 05h30, les Allemands contre-attaquèrent. Pas une reconnaissance, pas une diversion, une poussée blindée à pleine puissance, visant à fendre la tête de ponte américaine. Des panzergrenadiers sur semi-chenillés, de l'infanterie dans les haies, et à la pointe 4 chars, Tiger du 100e bataillon lourd de panzer. Les renseignements
avaient prévenu des Tigers étaient dans le secteur. Les interceptions radio avaient identifié l'unité 3 jours plus tôt. La reconnaissance aérienne avait repéré les chars dissimulés dans un rideau d'arbres à 6 kilomètres au sud. Mais savoir qu'ils étaient là et les affronter étaient deux expériences bien différentes. Les interceptions n'en transmettaient pas le son. Les photos de reconnaissance n'en montraient pas le poids psychologique, voire 4 monstres gris, émergés du brouillard du matin. Malister les entendit, avant de les voir le grondement profond et guttural des moteurs Maybach, le claquement métallique des chenilles sur les pavés, le sol qui vibrait sous leur masse. Son peloton était retranché le long d'un chemin creux, perpendiculaire à l'avance allemande. 32 hommes, 2 bazookas, 3 fusils Springfield par trou de tir. Ordre de tenir jusqu'à relève ou destruction. Un ordre réaliste. Personne ne s'attendait à ce qu'ils arrêtent. 4 Tigers. Leur mission était de retarder, infliger des pertes, forcer les Allemands à se déployer, gagner du temps pour que l'artillerie prenne la mire et que les blindés se repositionnent. Tenir 30 minutes serait un succès. 1 heure un exploit. La survie était optionnelle. Les Tigers apparurent à 06h15, 4 silhouettes grises, sortant de la brume du matin, les tourelles tournant lentement, les canons principaux, élevés à l'angle optimal pour frapper l'infanterie retranchée. Ils avançaient en formation losange, lâches, restant sur la route, où le sol était le plus ferme. Le char de tête était à 200 mètres quand il tira. L'obus frappa une ferme, à gauche de Malister, la pierre et le bois éclatèrent en fragments. La déflagration fit tomber la poussière des haies. Le second Tiger tira, puis le troisième, un feu de suppression, pour garder les Américains la tête baissée, pendant que l'infanterie progressait. Le son était distinctif. Le canon de 90 mm KW-36 émettait une détonation sèche et plate, non pas le grondement profond de l'artillerie américaine, mais un bruit plus dur, plus percutant. Chaque coup était suivi du sifflement de l'obus en vol, puis du craquement de l'impact. Des obus explosifs non perforants. Les Tigers ne chassaient pas les chars, ils nettoyaient l'infanterie. Les tactiques étaient méthodiques. Pilonner la haie, avancer de 50 mètres, tirer à nouveau, laisser l'infanterie balayer la position passée à l'objectif suivant. Les bazookas étaient inutiles à cette distance, et Malister connaissait les chiffres. Le main pouvait percer 3 pouces de blindage dans des conditions idéales, portée efficace 100 mètres. Au-delà, la précision chutait, et le jet creux se dispersait. Le blindage frontal du Tiger faisait 4 pouces, incliné à 9 degrés, durci par un traitement de surface qui rendait la couche externe résistante à la pénétration. Même un tir parfait à la distance idéale rebondirait probablement. Les seuls points vulnérables étaient par le capot moteur et l'arrière-bas de la caisse. Pour les atteindre, il fallait laisser passer le char au-dessus de soi, se relever derrière lui et tirer sur une machine faite pour vous tuer. Aucun des hommes de Malister n'allait en avoir la chance. Les Tigers allaient réduire la haie en poussière, puis mitrailler les survivants, une doctrine standard 1000 fois éprouvée en Russie contre des troupes plus aguerries que ce peloton américain, et des défenses plus solides que des trous de tir dans une haie. Ils allaient le refaire, ici, et cela marcherait. Malister observa le chemin creux, 15 pieds de large terre tassée, ornière de charrettes. La seule voie de ce bocage capable de supporter le poids d'un Tiger. Les haies de chaque côté étaient trop denses, le sol trop meuble. Les ingénieurs avaient vérifié 3 jours plus tôt tout véhicule plus lourd qu'un semi-chenillé s'y enliserait en moins de 6 mètres. Les chars devraient donc passer ici, en file indienne à vitesse de marche aveugle sur leurs flancs.
C'était là que le peloton devait tenir. 2 bazookas prêts à tirer sur les capots moteurs, au passage des Tigers de l'infanterie, avec des grenades pour viser les fentes de visée, une espérance dérisoire, une tactique de désespoir. Malister avait vu les entraînements au bazooka une arme efficace contre le flanc d'un Panzer IV marginal, contre un Panther suicidaire, contre un Tiger. L'ogive creuse devait frapper à 90 degrés sur le blindage. Tout angle oblique réduisait la pénétration. Le blindage du Tiger était incliné texturé, conçu pour dévier. Il regarda ses mains. Il tenait encore la bobine de fil de communication, 300 pieds de câble d'acier, tressé fil téléphonique de campagne, standard, 1/8 de pouce d'épaisseur, résistance à la traction de 200 livres, très loin d'être assez solide pour arrêter un char. On aurait pu l'enrouler autour du canon d'un Tiger sans que l'équipage ne le remarque, ou le jeter sur la caisse, il l'aurait simplement écarté. Le fil servait aux communications, pas au combat. Mais Malister n'avait pas besoin qu'il arrête un char, seulement qu'il le bloque. Il se mit à courir. Il sprinta sur 50 mètres le long du chemin creux, se maintenant dans la dépression où les tireurs allemands ne pouvaient pas le voir. La route décrivait une légère courbe, créant un angle mort. Là, il trouva ce qu'il lui fallait, 2 solides poteaux de clôture, de part et d'autre du chemin, en chêne vieilli, profondément enfoncé, vestige d'un portail disparu. Les poteaux faisaient environ 18 pouces de diamètre plantés à près d'1 mètre dans le sol, assez solide. Il attacha une extrémité du fil au poteau de gauche, l'enroula 3 fois, fit un nœud triple de pêcheur, un nœud que son père lui avait appris, pour fixer les conduits électriques. Le nœud ne glisserait pas sous tension. Il tira le fil en travers du chemin, le tendit à hauteur de cheville, 8 pouces du sol, assez bas pour accrocher le train de roulement du Tiger, assez haut pour ne pas traîner dans la poussière. Il attacha l'autre extrémité au poteau droit même technique, 3 tours, tension maximale. Le fil était si tendu qu'il vibra quand il le pinça, presque invisible dans l'ombre matinale des haies. Il lui restait 90 secondes avant que le premier Tiger n'atteigne sa position. Malister regagna précipitamment son trou, ne dit rien à personne. Pas le temps d'expliquer aucune certitude que cela fonctionne. L'idée était absurde, un simple fil contre 56 tonnes de blindage. Cela contredisait tous les principes de la guerre. Antichar les mines reposent sur la force explosive, les bazookas, sur la pénétration de charges creuses, l'artillerie, sur l'énergie cinétique et la surpression. Le fil ne possédait rien de tout cela. C'était une nuisance, un retard, quelque chose qu'on balaye. Mais un fil pouvait se coincer. C'était la théorie, si le câble s'accrochait dans les galets imbriqués, si l'angle était juste, si la tension tenait, il pouvait bloquer le mécanisme, immobiliser la chenille, figer le char, une chance infime. L'alternative, c'était de regarder 4 Tigers traverser la position du peloton et massacrer tout le monde dans la haie. Le char de tête entra dans le chemin creux à 06h20. Il avançait à la vitesse d'un homme, au pas 4 km, à leur moteur ralenti pour économiser le carburant. La trappe du commandant était ouverte. Un officier en uniforme noir de Panzer à moitié sorti scrutait les environs. Procédure standard en terrain fermé. Les trappes closes réduisaient trop la visibilité, mieux valait risquer les tirs d'armes légères que foncer à l'aveugle dans une embuscade. Le canon principal était braqué à gauche, couvrant la haie, où le peloton de Malister était embusqué. La mitrailleuse coaxiale, prête à faucher le rideau d'arbres. Le char n'était plus qu'à 20 mètres du fil. 15. 10. Malister retint son souffle.
Le barbotin avant gauche heurta le câble. La physique prit le relais. Le fil ne rompit pas. Les poteaux tinrent. Le câble plus mince que l'écart entre les galets imbriqués du Tiger se trouva pris sous le mauvais angle. Au lieu de glisser, il s'accrocha sur le bord inférieur du troisième galet. L'élan du char tira le fil vers le haut et l'intérieur. En une fraction de seconde, il s'enroula autour de la roue une boucle de 3. Les galets imbriqués formèrent un piège auto-alimenté. En tournant la roue aspirait davantage de fil dans le mécanisme. Le câble se coinça entre le deuxième et le troisième galet. Tout se produisit plus vite que la réaction du conducteur. Le fil se logea dans l'étroite fente. Le bandage en caoutchouc du deuxième galet se comprima contre le fil. Le troisième tirait dans la direction opposée. Le câble mordit le caoutchouc, trouva prise. La tension augmenta de façon exponentielle, 200 livres de résistance, multipliée par l'avantage mécanique des roues en rotation. Le fil agissait comme un cliquet, chaque tour le serrait davantage. Les galets se bloquèrent ensemble. Tout le train de roulement gauche se figea. La chenille droite continua de tourner. Le Tiger pivota violemment sur la gauche. Le conducteur sentit la perte de contrôle dans les leviers de direction et réagit. Par réflexe, il accéléra. Mauvaise décision. Le Maybach rugit 700 chevaux, essayèrent d'arracher la chenille bloquée. La droite creusa la route, projetant la terre. Le char glissa de côté. La chenille gauche figée servait de pivot. Le véhicule tourna de 15 degrés en 2 secondes. Quelque chose céda dans le train de roulement, pas le câble, il tenait bon. Ce fut un bras de suspension qui cassa en premier la barre de torsion, reliant le troisième galet à la caisse, se rompit sous la charge, asymétrique, puis un support de fixation. Le Tiger tressaillit, s'immobilisa. Le moteur hurla. Une fumée noire s'échappa des échappements, tandis que le régulateur tentait de compenser la charge soudaine. Le conducteur coupa le moteur avant qu'il ne s'endommage davantage. Temps total, écoulé de 8 secondes. Le Tiger resta immobile dans le chemin creux, incliné de 15 degrés sur la gauche, bloquant l'avance des 3 chars qui le suivaient. Le commandant debout dans sa trappe regarda en arrière, puis en avant, hurla dans sa radio. Malister ne parlait pas allemand, mais il reconnut la panique au ton de la voix, urgence-tension. Le commandant signalait que son char était immobilisé, cause inconnue chenille, endommagée route bloquée. Il avait besoin d'ingénieurs d'équipement de dépannage que la formation s'arrête. Pendant que son équipage évaluait les dégâts, les Tigers ne pouvaient pas reculer, la route était trop étroite et la visibilité trop mauvaise. Reculer un char de 68 tonnes dans un espace confiné exigeait des observateurs avec des lignes de vue claires. Il n'y en avait pas. Ils ne pouvaient pas contourner le char de tête. Les haies de chaque côté étaient des talus de 4 pieds, couverts de végétation. Le terrain, au-delà, était meuble. Un Tiger tentant de grimper la berme s'enliserait ou casserait une chenille dans les 2 cas. Le deuxième char serait immobilisé aussi. Ils ne pouvaient pas abandonner le véhicule. La doctrine interdisait de laisser un blindé opérationnel à l'ennemi. Les ordres en vigueur exigeaient que les équipages détruisent les chars, hors service, plutôt que de les laisser capturer. Ils étaient pris au piège, 4 Tigers en file sur une seule route, avec des fantassins américains retranchés sur les 2 flancs, le scénario cauchemar que la doctrine blindée allemande cherchait à éviter, des chars sans appui, d'infanterie, en terrain fermé. Incapable de manœuvrer, le commandant du deuxième Tiger essaya de pousser le premier hors du passage. Il se rapprocha,
à 5 mètres, baissa sa lame, donna des coups d'accélérateur. L'idée était de bousculer le Tiger immobilisé suffisamment pour créer un passage, peut-être le faire sortir complètement de la route. Le moteur du deuxième rugit, ses chenilles patinèrent, déchirèrent la surface du chemin et les débris. Le char bloqué ne bougea pas, sa chenille, gauche verrouillée, faisait ancre. Le poids de la caisse s'appuyait sur le mécanisme saisi, 56 tonnes réparties sur 8 galets. La friction était énorme. Après 30 secondes, les chenilles du second Tiger commencèrent à patiner. Les bandages en caoutchouc fumaient. Le commandant abandonna avant d'endommager son propre véhicule. Les Allemands devinrent des cibles stationnaires connues. Le lieutenant de Malister était déjà en radio. Mission d'artillerie demandée à 06h26, coordonnées, transmises, correction, 2 tirs. 3 batteries de obusiers de 105 mm accusèrent, réception tubes inclinés, charge propulsive chargée, obus, à haut pouvoir, explosifs, fusées, à temps variable, réglés, pour des explosions en airburst. Cible, l'infanterie, ennemi, dans les haies, encadrant les Tigers, pas les Tigers eux-mêmes. L'artillerie américaine ne pouvait pas percer le blindage d'un Tiger par le haut, mais elle pouvait anéantir l'infanterie qui les soutenait. Les tirs en grappe tombèrent à 06h30. Les obus éclatèrent 20 pieds au-dessus des haies. La fragmentation retomba en pluie. Le phosphore blanc enflamma la végétation sèche. Les panzergrenadiers se brisèrent et se dispersèrent. Certains restèrent auprès des chars se protégeant derrière les caisses, d'autres refluirent le long de la route. En 2 minutes à peine, les Tigers se retrouvèrent seuls. Sans infanterie, ils étaient aveugles et vulnérables. Leurs armes d'équipage ne pouvaient pas s'abaisser, assez pour atteindre des cibles au ras des caisses. Les mitrailleuses avaient un champ limité. Un fantassin, déterminé muni d'un sac de charge, pouvait approcher par les points morts et détruire le char. Les Tigers valaient plus que les hommes qui les soutenaient, telle était la froide arithmétique de la doctrine blindée allemande. En 1944, des équipages formés prenaient des mois à remplacer. Chaque Tiger représentait un demi-million de Reichsmarks et des milliers d'heures hommes. Perdre un char était un coût stratégique, perdre de l'infanterie un inconvénient tactique. Lorsque l'artillerie tomba, les panzergrenadiers s'éparpillèrent. Ils se regrouperaient plus tard. Les Tigers survivraient peut-être, sauf qu'à présent, les Tigers ne pouvaient plus bouger. Un peloton de Sherman arriva à 06h45, 4 mai 81, équipé de canons de 76 mm à haute vélocité, pas les anciens tubes de 75 mm qui ricochaient sur le blindage des Tigers. Les nouveaux canons, plus longs et à plus grande vélocité, pouvaient pénétrer 4 pouces de blindage à 500 ml dans des conditions optimales. Les Shermans approchèrent par l'est, profitant des haies pour se protéger. Leur chef connaissait la position du Tiger, savait qu'il était immobilisé et que l'infanterie allemande s'était dispersée. Ils n'engagèrent pas le Tiger de tête. Ils le contournèrent, se frayant un chemin, à travers des brèches du bocage que les Tigers ne pouvaient pas négocier. Char plus léger, suspension plus simple, chenilles plus étroites. Ils prirent position de tir à 300 mètres derrière la formation allemande. Les Tigers faisaient face dans la mauvaise direction. Leur tourelle pouvait tourner, mais lentement. 62 secondes pour une rotation complète. Les Shermans disposaient d'environ 30 secondes pour tirer avant que les Tigers ne puissent engager leurs canons principaux. À 06h50, les 4 Shermans tirèrent simultanément. Pas sur le glacis frontal, pas même sur les flancs. Ils visèrent la plage moteur du Tiger arrière, l'armure la plus mince du véhicule,
environ 25 millistres inclinés, mais peu raides. 3 obus pénétrèrent, percèrent la plage et entrèrent dans le compartiment moteur. L'un d'eux atteignit les réservoirs. Le Tiger prit feu, pas une explosion hollywoodienne, mais une flambée rapide de carburant et de fumée. Des flammes jaillirent des grilles moteurs, une épaisse fumée noire de caoutchouc et d'huile brûlée s'éleva. L'équipage eut 15 secondes pour évacuer avant que les munitions n'explosent de leur propre chaleur. 5 hommes en sortirent, 3 par les trappes de tourelle, 2 par la caisse, dont 2 en feu qui roulèrent dans la poussière en hurlant. Les Tigers restants se rendirent à 07h00. Les équipages émergèrent, les mains levées, des maillots blancs noués aux antennes radio. Les équations changèrent. 3 Tigers piégés sur une route étroite, des blindés américains à l'arrière. L'artillerie braquait l'infanterie, se rapprochant, aucun appui d'infanterie, aucune marge de manœuvre, aucune issue. La reddition était le choix rationnel. Vivre pour être échangé ou rapatrié valait mieux que brûler. Le Tiger, immobilisé de tête, fut remorqué vers un atelier de campagne pour analyse. Des ingénieurs américains se jetèrent dessus, photographièrent chaque détail, mesurèrent l'épaisseur du blindage, examinèrent le train de roulement et trouvèrent le câble encore enroulé autour des galets. Il fallut des chalumeaux pour le retirer. Le fil avait mordu si profondément dans les bandages en caoutchouc qu'il avait entaillé l'acier en dessous. Le bras de suspension était fracturé, la barre de torsion était fendue, le support de fixation était tordu. Temps total de réparation 12 heures. Pièces requises, une barre de torsion, un bras de suspension, 2 bandages en caoutchouc, un support de fixation pièce qui se trouvait dans les stocks capturés. Le Tiger était de nouveau opérationnel le soir même, mais il ne retourna jamais au combat. Les pénuries de carburant le laissèrent immobilisé pour le reste de la campagne. En août, il stationnait dans un dépôt au sud de Saint-Lô en attente d'un carburant qui n'arriva jamais. En septembre, l'équipage fut réaffecté. En octobre, les unités américaines, progressant, prirent le dépôt. Le Tiger fut chargé sur un camion-plateau et expédié au centre d'essai d'Aberdeen, Maryland, pour expertise. Le commandant de Mallister le proposa pour la Bronze Star. La citation était brève, un langage bureaucratique pour une action inventive, ayant entraîné la neutralisation d'un blindé ennemi. La recommandation incluait des témoignages du lieutenant du peloton et de 2 sergents, un croquis de la pose du câble et des photographies du Tiger endommagé. Les papiers montèrent, la chaîne de commandement, examinés au bataillon, approuvés au régiment et confirmés à la division. La médaille fut approuvée en août et remise en septembre lors d'une formation dans un champ boueux près d'Aisne. Mallister n'en parla jamais publiquement. Après la guerre, il retourna à Pittsburgh, utilisa le GI Bill pour terminer un diplôme d'ingénierie, travailla 31 ans comme électricien syndicaliste, eut un emploi stable, se maria en 1947, eut 3 enfants, prit sa retraite en 1976 et mourut en 1989 de complications d'un cancer du poumon. Son nécrologue dans le Pittsburgh Post-Gazette mentionnait son service militaire en une ligne récipiendaire de la Bronze Star, ingénieur du combat de la Normandie à l'Elbe. Le nécrologe ne disait rien, du câble rien du Tiger. Sa famille savait qu'il avait fait la guerre, mais ignorait les détails. Le récit se répandit cependant parmi les compagnies du génie. Les rapports d'après-action circulèrent et le tour de câble apparut dans les résumés de renseignements. Les manuels de campagne furent de mise à jour. Dès juillet 1944, des compagnies du génie, à travers le théâtre européen, emportèrent des bobines supplémentaires de câbles, non pour les communications,
mais pour des pièges. Certains tentèrent de reproduire le succès de Malister. Les résultats furent mitigés. Le câble fonctionnait contre Tigers et Panthers, lorsque les conditions s'alignaient. Routes étroites, ancrage ferme, surprise bon angle d'attaque. Mais il échouait contre des chars plus légers, au train de roulement plus simple. Il échouait dans la boue, où le câble s'enfonçait avant l'arrivée du char. Il échouait dès que les équipages apprirent à se méfier. Les manuels techniques allemands furent actualisés. En août, avertissement sur les pièges. Accable apparurent dans les bulletins techniques distribués aux unités Panzer. Les équipages durent désormais faire marcher un homme en avant, en terrain fermé, couper au tir de mitrailleuse tout câble suspect avant d'avancer et poster des sentinelles, la nuit, pour empêcher les ingénieurs d'installer des dispositifs. Les mesures de contraction furent efficaces. En septembre, le « truc du câble » fonctionnait rarement. Les équipages étaient alertes. Les ingénieurs tentant d'installer des pièges étaient souvent tués par des tirs de mitrailleuses avant d'avoir achevé leur travail. La fenêtre tactique fut brève de juin à août 1944, 3 mois. Mais l'impact fut documenté dans les rapports d'après-action. De 7 divisions distinctes, au moins 11 Tigers et Panthers furent immobilisés par des pièges à câbles durant cette période, non détruits, non capturés, simplement arrêtés, forcés de rester en position exposée, où ils pouvaient être contournés, flanqués ou détruits par tir indirect. Dans la mathématique de la guerre blindée, un char immobilisé valait souvent autant qu'un char détruit. Il obstruait les routes, consommaient des ressources, exigeaient des opérations de récupération et mobilisaient ingénieurs et mécaniciens. Le Tiger incarnait la contradiction stratégique, allemande suringénierée, coûteux exigeante en maintenance, tactiquement dominant, mais stratégiquement secondaire. L'Allemagne produisit 1384 Tigers entre 1942 et 1944. L'Union soviétique produisit 57 000 T-34 sur la même période. Les États-Unis construisirent 49 000 Sherman. À cette échelle, la qualité ne compensait pas la quantité. Chaque Tiger détruit était irremplaçable. Chaque Tiger immobilisé constituait une ressource gaspillée. Chaque heure passée à réparer un Tiger était une heure non consacrée à remettre en état 3 Panthers ou 6 Panzer IV. Le design à galets imbriqués qui rendait le Tiger si performant fut aussi sa faiblesse, une ingénierie optimale pour des conditions idéales, mais catastrophiques sur le terrain. Les galets superposés répartissaient magnifiquement le poids lorsqu'ils étaient propres et entretenus, mais se bloquaient de façon catastrophique quand ils s'encrassaient. Le système exigeait la paix pour bien fonctionner. Terrain lisse, conditions sèches, entretien régulier, chose que la guerre ne fournissait pas. Le bocage était boue, câbles et débris. Le front de l'Est, boue gelée, en hiver, boue liquide, au printemps. L'Afrique du Nord, sable et poussière, chaque environnement exposait la vulnérabilité du Tiger. Le piège du câble révéla une vérité plus profonde sur les systèmes complexes. Ils échouent de façon simple. Plus la conception est sophistiquée, plus elle devient fragile. Les galets imbriqués du Tiger Optimo pour la répartition des charges créaient des vulnérabilités que des architectures plus simples évitaient. La suspension verticale du Sherman était grossière. En comparaison, 5 galets par côté, pas d'imbrication, pas de chevauchement, juste des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs. Elle offrait une conduite plus rude et une pression au sol plus élevée, mais elle était modulaire, réparable et moins sujette à l'encrassement. Un équipage de Sherman pouvait remplacer un galet en 20 minutes avec des outils basiques. Une équipe de Tiger mettait une demi-journée et du matériel spécialisé pour changer un galet intérieur.
Ce principe s'étendait bien au-delà des blindés. Le chasseur à Reaxiom 262 de la Luftwaffe volait à 160 km/h, de plus que tout appareil allié, mais il exigeait des pistes en béton lisse que les bombardiers alliés détruisaient chaque nuit. Ces moteurs ne durèrent que 12 heures avant d'être remplacés. Le blindage incliné du Panther était révolutionnaire, mais son réducteur final rendait l'âme après 150 km en moyenne. La fusée V2 allemande était une merveille technique. Elle coûtait autant qu'un bombardier quadrimoteur et livrait une ogive d'1 tonne avec une précision médiocre. Les armes miracles du Reich étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie et des leçons d'impraticabilité. Elles gagnèrent des batailles, dans des guerres perdues, démontrant une supériorité technique et une faillite stratégique. Elles prouvaient que la sophistication, sans durabilité, mène à la défaite. Les Alliés gagnèrent avec des armes plus simples, produites en quantités écrasantes. Le Sherman était inférieur au Tiger en combat direct, mais l'Amérique construisit 50 Sherman pour chaque Tiger allemand. Les T-34 soviétiques étaient frustes, mais arrivaient au front par milliers, tandis que les usines allemandes peinaient à produire quelques centaines de Panthers. Malister n'en comprenait rien. Il n'était pas stratège, seulement un électricien qui savait comment les machines tombaient en panne. Il vit un interstice entre les roues et pensa à le bloquer. Pas de plan d'ensemble, pas d'analyse savante, pas de compréhension profonde de la philosophie mécanique âme allemande, juste un homme avec 100 mètres de fil et 90 secondes pour agir. Le calcul désespéré qu'il valait mieux tenter quelque chose que ne rien faire, quand l'alternative était la mort certaine. Cela suffisait. La guerre ne se joua pas sur des pièges de fil, mais sur la logistique, la capacité industrielle et les mathématiques. Les Alliés gagnèrent parce qu'ils pouvaient remplacer leurs pertes plus vite que l'Allemagne ne pouvait les infliger, parce que leurs lignes d'approvisionnement traversaient les océans et restaient intactes parce que leurs usines produisaient 5-10-20 fois plus. Les actions individuelles comptaient à l'échelle locale. Un Tiger immobilisé sauvait des vies dans une haie, mais 50 000 Sherman gagnèrent la campagne. Pourtant, le piège de fil demeure. Il figure dans les manuels d'instruction de Fort Moore et de Fort Sill, dans les études de cas de l'école du génie militaire, les analyses techniques sur la vulnérabilité des chenilles chez les contractants de la défense, les articles universitaires sur les moyens anti-chars improvisés et les discussions d'historiens du blindé sur les limites du design sophistiqué. Il incarne quelque chose d'essentiel dans la guerre. Au-delà de la technologie, la complexité engendre la fragilité, l'ingéniosité trouve la faille, le désespoir enfante l'innovation. Malister ne se prétendit jamais inventif. Dans sa seule interview enregistrée donnée en 1987 à un journal local qui collectait les récits de vétérans, il déclara « Je ne voulais simplement pas mourir ce matin-là. Le fil était dans ma main, les poteaux étaient là. Cela valait la peine d'essayer. Je ne pensais pas que ça marcherait, mais ne rien faire n'aurait sûrement pas marché. Worth trying. » 2 mots qui résument des siècles d'innovation sur le champ de bataille. Quelqu'un tente quelque chose parce que l'alternative est impensable. La plupart échouent, quelques-uns réussissent. Les réussites sont retenues, analysées, mythifiées, transformées en doctrine. Les échecs disparaissent dans le bruit du combat. Pas de rapport, pas de médaille, juste des noms sur des listes de pertes. La frontière entre succès et échec tient souvent à la chance. Si le fil de Malister avait été 6 pouces plus haut, le Tiger serait passé dessous. Si les poteaux avaient été pourris, ils se seraient rompus. Si le câble avait été un modèle plus fin de communication,
il aurait cédé. Si le commandant du Tiger avait été plus prudent, il aurait envoyé l'infanterie reconnaître le terrain. Si le sol avait été plus meuble, le char aurait pris une autre route. Une douzaine de variables changées en une, et le stratagème échoue. Malister meurt dans la haie. Le Tiger avance. Le destin bascule. Mais les variables s'alignèrent. Le fil était à la bonne hauteur. Les poteaux tinrent. Le Tiger fonça droit dans le piège. Le mécanisme se bloqua. La colonne s'immobilisa. L'artillerie arriva. Les Sherman débordèrent. Les Allemands se rendirent. Malister survécut. 32 hommes, dans une hache, vécurent pour combattre un autre jour, parce qu'un ingénieur avait perçu une faiblesse et disposait de 90 secondes pour l'exploiter. Le Tiger I fut retiré de la production en août 1944. L'Allemagne redirigea ses ressources vers le Tiger II, doté d'un blindage encore plus épais et d'une mécanique plus complexe. Il possédait lui aussi des galets imbriqués, donc les mêmes vulnérabilités. Les ingénieurs alliés continuèrent de les exploiter, fils rondins, chaînes-charges explosives, bombes adhésives, tout ce qui pouvait bloquer le Laufwerk ou endommager la suspension. À la fin de la guerre, les tankistes allemands craignaient davantage une panne de chenille qu'une perforation de blindage. Un char immobilisé en territoire ennemi était un cercueil. L'équipage pouvait s'échapper, mais à des kilomètres derrière les lignes adverses, la capture était la meilleure issue, la mort la plus courante. Le fil de Malister est aujourd'hui conservé au musée d'infanterie de Fort Moore, en Géorgie, dans une vitrine climatisée. Il est exposé avec une carte dactylographiée expliquant son usage, une photo de Malister, en uniforme un croquis de la mise en place du piège et un bref descriptif de l'engagement. La plupart des visiteurs passent devant sans s'arrêter. Le fil paraît banal, câble d'acier, effiloché, tache de rouille, isolant vert délavé, rien de spectaculaire, rien qui suggère son importance. Et pourtant, il arrêta une machine, conçue pour être inarrêtable. Il prouva que 56 tonnes d'acier trempé et 700 chevaux vapeur pouvaient être vaincus par 200 grammes de fil placés au bon endroit, au bon moment. Il démontra que tout système, aussi sophistiqué soit-il, recèle une faiblesse. Cette complexité engendre la fragilité. Parfois la solution la plus simple est la plus efficace. La leçon ne concerne pas le fil, mais la façon de voir les systèmes tels qu'ils sont, non tels qu'ils ont été conçus. Le Tiger était censé dominer les champs de bataille par sa puissance de feu et sa protection, et il le fit. Mais il n'était qu'un assemblage de composants sous tension, roues chenilles, axes support. Chacun pouvait devenir un point de rupture, chacun soumis aux lois de la physique et de la résistance des matériaux. Malister n'attaqua pas les points forts du Tiger. Il ne tenta ni de percer son blindage, ni de neutraliser son canon. Il visa une faille dans sa complexité, trouva l'endroit précis où la sophistication se changeait en vulnérabilité. Les concepteurs de blindés modernes s'en souviennent. Les chars de bataille contemporains utilisent moins de galets, mais plus grands. 6 de chaque côté pour le Main Abrams, 7 pour le Léopard 2. Les chenilles sont externes, remplaçables, sans outils spécialisés. Les systèmes de suspension sont simplifiés, privilégiant la facilité d'entretien à la qualité optimale de conduite. Les leçons tirées des faiblesses du Tiger furent intégrées à toutes les conceptions postérieures. L'élégance a de la valeur, mais la fiabilité est vitale. La complexité sans robustesse devient un handicap quand les mécaniciens travaillent sous le feu dans le noir avec des outils limités. Juin 1944 enseigna cette leçon dans le sang et l'acier. Malister lui l'enseigna avec du fil
et 80 secondes de courage. Les haies de Normandie sont calmes à présent. Le chemin creux, où le Tiger s'arrêta, est asphalté. Des maisons bordent la route. Le trafic passe chaque jour. Une petite stèle de pierre placée en 1994 pour le 50e anniversaire de la Libération commémore l'action. Elle ne mentionne pas Malister par son nom, seulement la date et l'unité. Ici, des soldats américains stoppèrent des blindés ennemis. Langage générique. Histoire condensée. Les contributions individuelles se fondent dans la mémoire collective. Mais le piège de Phil demeure dans les programmes d'enseignement militaire, professionnels, non comme tactique à employer les pièges à fil, étant obsolètes, les chars modernes, ayant d'autres suspensions, d'autres faiblesses, d'autres contre-mesures, mais comme étude de cas de résolution créative sous pression, comme un exercice d'imagination, au-delà de la doctrine, une démonstration que tout système d'armes, aussi sophistiqué soit-il, peut être vaincu si l'on comprend comment il fonctionne. Cette compréhension s'est payée en vies et en années. Chaque char neutralisé apporta une leçon. Chaque combat généra des données. Chaque échec et chaque réussite affinèrent les tactiques. Le piège de Phil n'était qu'un point de données. Parmi des milliers, une innovation au cœur d'une guerre définie par la violence industrielle et le changement technologique rapide. Mais il comptait. Il sauva des vies ce matin de juin, contribua à un savoir collectif qui aida à gagner la campagne et illustra des principes encore valables, un char de 56 tonnes arrêté par un fil d'acier, et par le courage de l'homme qui osa l'essayer.